Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Alors, qui fait l'introduction, Fabrice? Toi, comme ça, c'est les vacances pour moi. Ah, c'est la loi du moindre effort, quoi. C'est vraiment la loi du moindre effort. Le mec ne veut plus en glander une, quoi. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement, on est donc les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 avec pour but de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes. Parce qu'on a fait plein d'erreurs, on a eu de nombreuses blessures et écouté les mauvais conseils, notamment de pratiquants dopés qui se disaient naturels, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiquants dopés, mais ils le disent un peu plus. C'est même devenu un peu à la mode de dire qu'on est dopé, et puis a priori ça gêne pas. Il y a des personnes que ça gêne pas. Bon, c'est pas du tout notre philosophie. Et nous, avec ce site, mais tu sais, ça me fait, excuse-moi, je te coupe, ça me fait penser, il y a eu le bac de français, je crois, le bac professionnel, il y a pas longtemps, et il y avait une question, c'était est-ce que le jeu est ludique ou une histoire comme ça. Et il y avait des jeunes qui savaient pas ce que voulait dire le terme ludique, et ils s'en sont vantés sur Facebook. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est nouveau, ça, se vanter d'être un culte, et on en est fier. Alors que veux-tu? Maintenant, ils se vantent d'être dopés. ouais, j'ai du mal à comprendre. J'arrive, je comprends le truc, mais bon, moi j'ai une solution radicale que je vais me garder. Non, tu gardes tes solutions radicales pour toi, radicales. Mais bon, au moins c'est bien parce que avant, il y en avait qui se dopaient mais qui disaient je ne suis pas dopé et on était perdu parce qu'on savait plus où était la frontière. Ouais, mais là, Maintenant, voilà, on a quand même une certaine idée. Il y en a encore pas mal, de toute façon, qui se disent naturels, qui sont dopés. Bref. Et nous, avec ce site, on a démocratisé plein de trucs. On a essayé de faire avancer les choses. Depuis maintenant presque 15 ans, on a notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires bio pour beaucoup. On est les premiers consommateurs, donc on essaye quand même de pas s'empoisonner. On va y revenir un petit peu après. On a une application, SP Training, qui est littéralement un coach dans votre poche et qui est l'application pratique des conseils qu'on peut donner dans ces podcasts ou dans nos articles. On a également des milliers d'articles sur le site, des milliers de vidéos. On était les premiers sur YouTube. Et dans la vraie vie, on a également le Superphysique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, ainsi que la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. C'est là où je vis. Et donc, c'est en même temps l'occasion d'échanger, de refaire le monde, de se tirer vers le haut. Et enfin, de chacun de notre côté, on a notre propre site internet. Fabrice a son site musculation-alter.fr. Il y a également son livre du même nom que vous pouvez retrouver sur superphysique.org/nutrition. J'ai vu d'ailleurs qu'il était bien mis en avant sur la page d'accueil de la boutique Superphysique. Et de mon côté, j'ai mon site. J'ai fait une commande récemment, j'avais plus rien. Et j'ai dit putain, mais le bouquin il est en plein milieu quoi, et on peut pas le louper. Bref, le mec est malin. Et de mon côté, donc j'ai mon site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier à en proposer. Et j'en propose toujours. Et également des livres et formations, dont mes derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle, que j'envoie tous les vendredis, donc dédicacé et l'enveloppe est écrite avec mes petites mains. Et enfin, il y a des formations en fonction de vos problématiques que vous pouvez retrouver sur le site. Et sinon, il y a l'intégralité sur méthodesp.rudykoya.com. Et donc, chaque semaine, on anime ce podcast depuis maintenant presque 5 ans, sachant qu'on en faisait déjà en 2010, qu'on avait arrêté, qu'on avait repris. Et là, on est lancé définitivement jusqu'à la fin de notre vie, peut-être, si j'arrive à convaincre Fabrice de tenir jusqu'au bout. Et on répond surtout aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, après une partie plus ou moins grosse sur notre actualité. Les questions des forums Superphysique qui sont les derniers forums du web consacrés à la musculation qui plus est naturelle, et qui étaient également les tout premiers, puisque Fabrice avait créé les forums Smart Bodybuilding, Smart Weight Training, je crois que c'était Smart Bodybuilding au début, que Fabrice envisageait de devenir Monsieur Olympia. Et ça s'est pas fait. Et donc, oui, puis après, quand je me suis mis à l'haltérophilie, j'ai changé, j'ai appelé ça Smart Weight Training. Oui, d'ailleurs, l'haltérophilie c'était très bien passé pour toi. Je me souviens que tu avais eu une épaule en vrac. C'était vraiment super. Au bout de la deuxième séance. Et ouais, très intéressant d'ailleurs, mais on peut en reparler de pourquoi je m'étais blessé à l'haltérophilie. On va en parler juste après, parce que je me souviens que tu nous parlais de ton haltérophilie tout le temps, comme d'habitude, quand tu as un sujet, tu es omnibulé par, pardon. Mais bref, et donc voilà, on répond aux questions des forums, un peu plus en détail que sur le forum, puisque à l'oral, on peut aller un petit peu plus loin. Alors Fabrice, c'est quoi cette histoire d'haltérophilie?
Ouais. Mais pour en revenir, effectivement, c'est un comportement autistique quand on a un sujet et qu'après se plonge complètement dans le sujet, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe. Oui, et ben en fait, l'haltérophilie, c'est un très très bon exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Quoi? Donc, je m'entraînais. L'haltérophilie? Ouais. Non, c'est pas l'haltérophilie, c'est la manière dont je l'ai fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc je faisais de la musculation barre haltère chez moi et j'adorais le développé militaire et le squat. Et il se trouve qu'il y avait une salle d'haltérophilie pas très loin de chez moi. Donc, je me suis dit, bah, puisque j'adore le squat et que j'adore le développé militaire, pourquoi ne pas m'essayer à l'haltérophilie? Et donc, je suis allé dans la salle. Et comme c'était le début, il n'y avait pas encore d'entraîneur ou quelque chose comme ça. On n'était pas vraiment encadré, il y avait des habitués, mais c'est tout. Et ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, j'ai voulu tenter un genre de maxi. Enfin, c'est pas un genre d'ailleurs, c'est que j'ai voulu tenter un maxi sur l'exercice qui s'appelle l'arraché. Et sur l'exercice qui s'appelle l'épaulé jeté, j'ai aussi tenté un maxi, mais ça allait parce qu'au final, un épaulé jeté, en caricaturant, c'est un peu voilà comme un squat suivi comme un soulevé de terre, plus un squat, plus un développé militaire. Évidemment, c'est beaucoup plus technique que ça, mais globalement, ça ressemble un peu au mouvement de musculation habituel. Et par contre, l'arraché, où il faut décoller une barre en prise large depuis le sol et l'amener au-dessus de la tête, ça ressemble pas trop aux exercices de musculation. Toute la partie fin du mouvement, elle est pas pareille que la muscu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à la muscu, j'avais certaines forces dans certains muscles, donc genre les quadriceps, les triceps, les épaules et tout ça. Mais j'avais pas du tout assez de force au niveau de la coque des rotateurs. Et il se trouve que l'arraché, il faut pas mal de force au niveau de la coque des rotateurs. Et du coup, cette espèce de point faible, et ben ça a fait que je me suis blessé à la deuxième séance. Et voilà. Et voilà. Et donc, comment t'as fait? Est-ce que t'as continué à forcer dessus comme un con? Eh oui, mais évidemment, tu penses bien. Et du coup, tout le c'est tombé, j'ai mis de côté l'arraché parce que c'est vraiment pas possible. Par contre, je continuais à faire régulièrement de l'épaulé jeté parce que une fois bien chaud, je sentais pas trop la douleur. Et à la fin, j'avais tellement mal à probablement l'infra-épineux que j'arrivais pas à ouvrir une porte avec mon bras gauche. En fait, le petit geste, le mouvement d'autostoppeur pour ouvrir une porte, j'étais incapable de le faire tellement je m'étais ruiné l'infra-épineux et que j'avais forcé dessus. Et ouais. Mais est-ce que moi, tu avais le physique d'un haltérophile où tu pouvais faire le VT dans la vraie vie ou pas, ou t'étais vraiment tout pourri en plus? Non, le reste, ça changeait pas trop parce que je continuais à faire pas mal de muscu, donc au final, il n'y avait pas eu grand changement. Mais ouais. Et ça a mis combien de temps à passer, tu te souviens? Cette douleur? Des mois. Ça a mis des mois en fait. Parce qu'à l'époque, c'était en 2003-2004 et on maîtrisait pas trop ces histoires d'infra-épineux et tout ça, donc du coup, je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Et donc, ça s'est guéri plus ou moins à la chance entre guillemets, pas parce que j'ai agi dessus. Donc, ouais. Voilà ce qui s'est passé. Ah, ça donne envie, hein. Ouais, non, mais ça c'est un problème qu'on a avec la muscu, c'est que comme du coup, on est fort sur certains patterns, on va dire, tu vois, sur certains mouvements, mais qu'on a des faiblesses sur d'autres, et bah du coup après il y a un déséquilibre et bah là typiquement l'arraché c'était pas ce qu'il fallait faire comme ça. En fait, il aurait fallu que je fasse de l'arraché à 20 kilos pendant des semaines, tu vois, histoire de bien renforcer le maillon de la chaîne qui était le plus faible sur l'exercice. Et c'est seulement après qu'il aurait fallu monter et pas se tester tout de suite comme un abruti. Et c'est comme ça. Mais bon, t'étais trop fort pour faire ça. T'avais pas envie. Tu voulais pas prendre ton temps. Tu voulais voir Ça. si tu pouvais faire les championnats de France, quoi. Non, mais voilà, on veut toujours se tester, mais en fait, pour se tester, bah, faut déjà être préparé. Il n'était pas le cas. Alors, Fabrice, quelles sont les news de la semaine, sinon, te concernant? Alors, pas me concernant, mais j'ai vu un truc sur Le Monde, c'était le lien entre la consommation de nitrites dans la charcuterie et le cancer a été confirmé par les autorités sanitaires françaises. C'est pas vrai. Alors, Le jambon sous cellophane, on peut plus en manger? et ben là, c'est la consommation de nitrites. C'est pas tant la charcuterie en tant que telle, mais c'est les nitrites dans la charcuterie. Voilà, donc ça avait déjà, je crois, été mis en avant par des organismes internationaux. Et maintenant, c'est l'autorité française qui confirme. Et là où c'est très drôle, tu te souviens peut-être pas, mais il y a une application qui s'appelle Yuka, qui permet de tester les aliments. Apparemment, je connais pas trop, hein, mais tu scannes le code barre et ensuite ça te donne les caractéristiques de l'aliment.
puis éventuellement ça te donne d'autres infos. Et en fait, Yuka sur le jambon, je crois que dans les jambons il y avait du nitrite, ils mettaient potentiellement cancérigène dans leur appli. Et je crois qu'il y a le lobby du jambon ou une firme connue qui vend du jambon qui avait porté plainte contre Yuka pour dénigrement et ils avaient gagné au premier jugement et ils avaient aussi gagné en appel. Et alors après, je sais pas où ça en est maintenant, mais donc Yuka en fait avait été condamné parce que grosso modo, voilà, il dénigrait à juste titre le jambon, les jambons qui contenaient du nitrite. Et finalement, bah voilà, l'autorité sanitaire française confirme qu'il faut pas manger de jambon avec des nitrites. Putain, mais qu'est-ce qu'on mange alors, Fabrice? Parce que moi, j'aimais bien le salami, tout ça. On peut plus non plus. Le salami, c'était super bon, tu te rends compte? Et le saucisson, c'est pas bon non plus. Toi, t'en as bouffé pas mal du saucisson, je me souviens. On peut plus en manger. Par temps, j'étais assez charcuterie. Chacun ses péchés. Mais l'époque est loin, là, pour le coup, ça commence à faire des décennies. Putain, le plein de nitrite, c'est bien pour congestionner ça, normalement, ça aide, hein. Ah là là. Et ouais, mais tu me fais marrer parce que je suis retourné en course, mais physique quoi, à rentrer dans les magasins. Et le rayon salami était vide. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde a des tas de merguez, des tas de merde dans son caddie, sont tous sodeuses. Ah non, c'est un vrai sketch. Ah non, c'est pas un sketch. C'est la réalité, mais c'est vrai que je crois, on en parlait un peu hors antenne, mais c'est vrai, je crois que ça avait été, c'était la question, c'était est-ce que les réseaux sociaux ne rendent pas un peu fou dans le sens où sur les réseaux sociaux, bah, les gens montrent surtout le meilleur de leur vie, donc on peut avoir l'impression en regardant les réseaux sociaux que physiquement bah on n'est pas terrible, que putain il y a des gens ils font des trucs physiques, des exercices incroyables, on se dit putain bah il y a vraiment beaucoup de gens qui ont un super niveau, putain on est vraiment des merdes quoi. Et il va falloir qu'on s'entraîne pour y arriver quoi. Et après quand on sort dans la rue, c'est vrai que quand on se reconnecte au monde réel, et bah ça permet de relativiser parce que dans la vraie vie, en fait des personnes qui ont un super niveau qui sont bien, bah c'est de plus en plus rare. En fait, c'est vraiment une minorité des minorités. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, qui sont même contents d'avoir du bide. Hein. Là, je suis au championnat de France de kayak à Vichy. Et donc j'ai interviewé pas mal de personnes. Les personnes qui ont du bide, en fait, elles sont contentes. Hein. Elles disent, c'est l'expression, bah oui, je lèche pas les murs, quoi. Et qui bouffent des madeleines toute la journée, des trucs comme ça. Et donc, bah, je suis toujours très surpris, en fait. Je suis toujours très surpris, mais en fait, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Là, et ouais, dès que tu vas dans la vraie vie, en fait, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens obèses. Donc toi, Fabrice, qui va à la plage, bah je te plains de plus en plus, quoi. Bon, et Rudy, as-tu vu ma super photo d'abdos que j'ai mis sur le forum Superphysique pour prouver mes dires comme quoi j'avais bien des abdos malgré mon âge avancé? Bah, j'ai vu la photo des années 80, oui. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est récente ou est-ce qu'elle est vieille? Parce que j'ai pas réussi à savoir, vu que le style, on aurait pu croire que c'était un style un peu blood sport. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? Là, là, jamais il me fera un compliment, ce monsieur-là. Je suis sûr que j'ai plus d'abdos que toi, Rudy. Voilà la vérité. Bah, je crois pas. Je ferai une photo si tu veux, mais j'y crois pas du tout. Alors, justement, d'ailleurs, sur YouTube, j'ai publié une vidéo d'un exercice qui est une planche avec montée de genoux. Je sais pas si tu as vu cet exercice. Donc, le principe est simple. En gros, vous vous mettez en position pompe et vous allez amener votre genou à la poitrine. Donc ça, c'est un exercice qu'on voit assez souvent sur YouTube. Sauf que là, l'astuce, pour rendre l'exercice beaucoup plus efficace et beaucoup plus difficile, c'est de monter le genou vraiment le plus haut et le plus haut, le plus haut, le plus haut possible. Et même, on va recroqueviller un peu le haut du corps, comme si on faisait un crunch en même temps, en position pompe. Et puis après, on maintient cette position-là, où le genou est le plus haut possible et où on est légèrement recroquevillé. On maintient, voilà, 1 ou 2 secondes. Alors, l'astuce pour compter 1 ou 2 secondes quand on s'entraîne, c'est de dire Y. Alors, ça fait très con quand les gens vous regardent, mais ils trouvent que, voilà, si vous dites Y, et ben, tu le dis dans ta tête, non? Tu le dis pas à voix haute, quand même. Ben, c'est pas pareil quand tu le dis dans ta tête parce que tu peux le dire très vite dans ta tête. Alors, quand tu le dis à voix haute, c'est impossible d'aller vite. Et donc, du coup, ben, voilà. Mais tu crois qu'il y a des gens en salle, qui s'entraînent pas chez eux, qui vont dire Y? Bah, moi, tu sais,
je parle du principe que quand l'objectif est là, le besoin n'a honte de rien. Donc, s'il faut dire YY pour que l'exercice soit bien réalisé, eh ben, il n'y a pas de honte à avoir à le dire. Voilà. Donc, si vous voulez voir la vidéo de l'exercice, ben, je vous invite à aller sur YouTube. Et voilà, ben, vous verrez que si vous n'avez pas la chance d'avoir un ballon suisse et que vous devez vous contenter de faire des crunchs au sol, ben, ne perdez pas de temps avec les crunchs au sol et puis faites plutôt cet exercice. Ce sera bien plus efficace. Quel est le prochain exercice que tu vas nous présenter sur YouTube, Fabrice? Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu? Je cherche, mais c'est pas si évident de présenter des trucs qui n'ont pas déjà été présentés 50 fois puis qui sont pas complètement farfelus. Alors, Rudy, j'ai une autre chose très intéressante que j'ai vue également sur YouTube. Ah bah attends, t'as un compte premium ou quoi? Combien de temps tu passes sur YouTube par jour? C'est pas possible. Suite à une problématique que j'avais. Alors, je t'explique. Donc, pour me distraire, là, je me suis mis à tester des tas d'exercices au poids de corps. Et d'ailleurs, j'ai fini la page qui récapitule tous les exercices au poids de corps les plus efficaces et qui est sur le forum Superphysique. Pour ceux qui sont cet été à la plage et qui n'ont pas accès à une salle, voilà, il y a tous les exercices, toute la hiérarchie des exercices que j'ai mis. Et donc, j'en ai testé, et notamment le squat à une jambe, là, qu'on appelle le pistol, que je faisais déjà quand j'étais adolescent sans m'entraîner. Je me suis dit, bon, je vais retester. Et donc, du coup, côté gauche, ça allait, mais côté droit, c'était un petit peu branlant. Tu vois, j'avais le genou qui tremblotait, on va dire, sur une partie du mouvement. Là, laisse-moi deviner, t'avais pas de moyen fessier. Ah, il me nique tout mon teasing. Et donc, donc je vais sur YouTube, puis et puis en plus, voilà, le lendemain, j'avais eu un petit peu mal au genou, donc je tape knee pain, douleur au genou, squat à une jambe. Et alors, je tombe une vidéo qui était pas mal. J'explique ce qui se passe. Donc, c'était une fille qui va donc dans un centre de rééducation ou quelque chose, et puis elle dit, voilà, bah, j'arrive pas à faire de squat à une jambe avec ma jambe droite ou gauche. Dès que je descends sous la parallèle, ça marche pas, je me pète la gueule. Par contre, la gauche, ça va très bien. Et la fille était sportive. Et le gars la teste et il lui fait faire un squat complet. La fille, squat complet, absolument parfait. Nickel. Et ensuite, effectivement, t'as bien réfléchi. Il lui fait tester des tas de trucs de mobilité au niveau du genou. Et puis tout d'un coup, il lui fait tester donc son moyen fessier. Et là, c'est très intéressant. Il fait tester à vide. Donc, je rappelle le test du moyen fessier, c'est vous vous allongez latéralement sur le sol et puis vous levez une jambe. Voilà, c'est l'exercice à la con qu'ils font dans les salles de fitness et que vous regardez tous de haut quand les filles le font. Et à vide, la fille arrive, voilà, elle monte la jambe des deux côtés et on se dit que tout va bien. Et tout d'un coup, le type, cette fois-ci, il fait le même test, mais il appuie sur sa jambe, tu vois, il met une résistance sur sa jambe. La jambe où elle arrivait à faire le squat à une jambe, pas de problème, la fille résiste très bien. La jambe où elle n'arrivait pas à faire le squat à une jambe, et ben à peine il appuie, et ben la fille, le moyen fessier, sa jambe retombe direct. Et en fait, elle avait pas du tout de force sur le moyen fessier, sur le côté merdique. Et voilà. Et donc du coup, l'anecdote était très intéressante parce que ça montre que sur les exercices de muscu bilatéral, voilà, comme le squat, on peut être très très bon et finalement, on se rend pas compte qu'on a un déséquilibre structurel que d'un côté. Parce qu'il se trouve que là, le moyen fessier, manifestement, au squat, il devait pas être si sollicité que ça, ou peut-être que la jambe opposée compensait. Et là, sur un exercice à une jambe qui réclame de la mobilité, et ben le moindre déséquilibre, là tu le vois et ça pardonne pas. Et donc effectivement, voilà, la fille, son problème, c'était problème de pas assez de force dans le moyen fessier, qui entraînait un tremblement et une douleur au genou quand elle faisait le squat à une jambe du côté le plus faible. Terrible comme anecdote. Alors Fabrice, j'imagine que la vidéo que tu as vue, c'est de Squat University. Ah oui, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Et donc, je peux te conseiller son livre qui est traduit en français, qui s'appelle Milo, qui est un livre avec lequel ça te permettra d'arrêter de regarder les réseaux sociaux, parce que a priori t'es tombé dedans et t'arrives plus à t'en sortir. Et donc le bouquin s'appelle Milo. Il coûte assez cher pour un livre, il est dans les 60 €, mais c'est un gros pavé. Et donc justement, il analyse un peu les différents mouvements, il montre les tests et tout, et le bouquin est vachement bien. Donc voilà, Milo, M-I-L-O, c'est pour toi Fabrice, ce sera pour ton anniversaire si tu l'as toujours pas acheté. Ouais, mais tu vois, ce qui était rigolo, c'est de voir que
une douleur au genou, au final, c'était un problème de moyen fessier. Et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion, mais je l'avais, je crois, déjà dit dans le podcast, le moyen fessier est à la hanche ce que l'infra-épineux est à l'épaule. En gros, c'est toujours le petit muscle pourri qui va nous faire chier et qui doit être renforcé de manière spécifique, en plus des mouvements de musculation habituels. Que penses-tu de cette assertion, mon cher Rudy? Oui, non, mais c'est sûr que c'est un stabilisateur de la hanche. Hein. Ça fait partie de tous les rotateurs externes de la hanche. Il n'y a pas que le moyen fessier, il y a plein d'autres petits muscles comme des pelvis trochantériens, comme on dit, pour pas citer tous les noms parce que je les ai plus en tête. Et donc, moi, ma question, c'est, est-ce que tu as renforcé ensuite ton moyen fessier du côté pourri et est-ce que maintenant tu y arrives? Non, mais en fait, du coup, j'ai fait les tests, mais moi, c'est allé à peu près. Donc, c'était pas spécialement ça le problème. Par contre, il y a un autre truc qui merde chez moi. C'est cette fois-ci, j'ai testé le soulevé de terre à une jambe, Oui, ouais, je au poids vois. de corps. Et donc, le côté gauche, qui est mon bon côté, nickel. Mais le côté droit, qui est du coup le côté qui manque de stabilisation, et ben là, ça n'allait pas du tout. Et donc, Et quelle donc est voilà. ton hypothèse pour l'instant? Bah là, je sais pas encore trop quelle est l'hypothèse, mais effectivement, je me suis mis à en faire un petit peu Bah, pour voir ce qui alors, se passe. tu peux commencer par le pied, Fabrice, si jamais. Le pied, des fois, c'est ça. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, le pied, normalement, c'est trois appuis. C'est en gros le gros orteil, le talon et en gros le petit orteil, quoi. En gros, si on a ces trois appuis-là à chaque fois, bah, ça stabilise. Et si on les a pas, parce que souvent les pieds, on n'a pas de sensibilité, on marche pas souvent pieds nus, on est dans les chaussures où les pieds sont écrasés. C'est pour ça que les écarteurs de doigts de pied, ça, c'est un peu la mode en ce moment pour essayer de retrouver un pied, on va dire, dynamique. Et ben c'est possible que ça vienne du pied, ce manque de stabilisation, parce qu'en fait, on n'appuie pas sur ce trépied sur lequel on devrait appuyer. Et si on appuie sur deux points au lieu de trois, bah forcément, on n'a pas de stabilité. Et donc, on bouge dans tous les sens. Donc, tu peux peut-être essayer ça la prochaine fois, Ouais, Fabrice. bah, on va voir. Mais en tout cas, c'est assez terrible tous ces petits exercices que d'un côté, parce que au final, voilà, ça met bien en évidence bah, les déséquilibres. Et puis finalement, bah, je m'aperçois que comme en muscu, on est On est tout souvent pourri. On est tout pourri. là, ouais, en muscu, on est souvent bilatéral. Et encore, t'imagines, moi, je faisais plein d'exercices en unilatéral, hein, tu vois, de la presse à cuisse à une jambe, des fentes, tout ça. Et pour autant, bah voilà, on voit qu'on n'est pas équilibré. Donc, c'est un peu rageant, quoi. Mais bref, comme toujours, d'ici quelques semaines, je vais te faire des beaux pistoles des deux jambes, Rudy. Et je te ferai Ouais, la vidéo YouTube. j'espère lester et tout, quoi. J'espère rêver comme un fou, quoi. Ouais, l'esprit, je sais pas, mais bon. Voilà. Donc c'est Euh, tout pour mes anecdotes, mon cher et ben, Rudy. alors, je rappelle encore une fois que les podcasts sont maintenant disponibles sur YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube, et que vous pouvez y réagir, bien évidemment, dans la partie commentaires. Les podcasts sont de retour donc sur YouTube, donc n'hésitez pas à commenter ou autre, pas seulement que sur les applications de podcast et pas seulement que sur SoundCloud. Donc bref, maintenant passons aux questions du jour, Fabrice. Ah oui. Il y a une question que tu avais sélectionnée et que tu souhaitais aborder. C'est de Ludo. Ludo qui nous dit: ma problématique a sûrement déjà été abordée, mais je n'ai rien trouvé de comparable. Je fais de la musculation à la maison régulièrement depuis 3-4 ans, à raison de 3 séances par semaine et une séance de cardio de 45 minutes. J'ai 38 ans, je fais 1m77 pour 79 kilos. J'ai toujours été fin au niveau du torse, des bras et des jambes, mais gras dans le bas du ventre, les fesses et le haut des cuisses. Comme expliqué dans le titre, malgré une diète à 1700 calories depuis plusieurs mois, je ne perds pas de gras et évidemment je ne fais pas de muscles. Je vous avoue être complètement perdu. Je pense que ma diète n'est pas bonne. Je ne peux pas la baisser et je crains de l'augmenter et d'empirer la situation. Merci de vos retours. Alors j'ai sa diète, Fabrice. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, petit déjeuner, 300 grammes de fromage blanc, 2 tranches de pain de mie complet avec beurre de cacahuète. Déjeuner et dîner, viande ou poisson 150 grammes, 100 grammes de riz cru ou de pâtes, légumes. Et dans les collations, à 10h et 16h, il prend du fromage blanc. Alors, Fabrice, c'est quoi le problème pour notre ami Ludo? Oui, bah alors je te laisserai commenter la diète parce qu'en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui se passe, c'est que la question là, effectivement on l'a déjà eu 2000 fois et elle coche absolument toutes les cases qu'on a à chaque fois. Donc je vais les redire. Déjà, le type il dit qu'il fait de la muscu, mais dans son message il y a aucun élément de muscu hormis voilà, j'en fais 3 fois par semaine. Il donne pas de charge, il donne pas son programme, tout ça. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui avaient ce type de problème, c'est-à-dire j'ai du mal à perdre du gras ou je suis pas tellement sûr de si je dois sécher ou faire une prise de masse, blablabla, blablabla,
souvent, ils nous donnent pas les aspects sur l'entraînement, tu vois. Ils se focalisent trop sur la diète, mais on n'a pas les aspects sur l'entraînement. Là, du type, tu vois, on sait même pas s'il fait 10 à 80 ou 10 à 40 au développé couché, tu vois. C'est un petit peu bizarre à chaque fois de mettre en avant la partie diète sans jamais donner des éléments d'entraînement. Comme si finalement l'entraînement, ça semblait pas la priorité ou c'était secondaire. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que au final, il fait certes 3 séances de muscu par semaine, dont on n'a pas le détail. Et puis ce qu'on comprend, c'est que en dehors de ça, et puis une petite séance de cardio, manifestement, il est probablement complètement sédentaire. Et donc, je le titille un peu. Et puis c'est ce qu'il dit. En gros, il passe l'essentiel de la journée assis. Et comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ce qui se passe, c'est que quand on est sédentaire, comme ça, mon point de vue, c'est qu'après, on a un métabolisme basal qui est complètement détraqué. Et du coup, on brûle pas beaucoup de calories, en fait, au cours de la journée. Et c'est pour ça que le type, il peut descendre à 1700 calories, il peut s'affamer, et il va avoir du mal à perdre du gras parce qu'en fait, au repos, son corps consomme pas beaucoup de calories. Et quand on dit il faut faire 30 minutes de marche par jour, là, le conseil gouvernemental, ça, c'est pas pour avoir des abdos qu'on vous dit qu'il faut faire 30 minutes de marche par jour. C'est pour réduire drastiquement les risques d'avoir un AVC. Mais si vous voulez avoir un physique digne de ce nom, il faut... Mais digne du nom à qui? Si vous voulez voir vos abdos, il faut vraiment être beaucoup plus actif que ça pour compenser la sédentarité. Mais vraiment, hein, beaucoup plus que ça. Et c'est là qu'est le mensonge. C'est que toutes ces histoires de je fais de la muscu 3 fois 45 minutes par semaine, ou 3 fois 1 heure, ou même 3 fois 1h30 par semaine, et le reste du temps, je suis complètement sédentaire. Franchement, si vous arrivez à avoir vos abdos avec ça, vous avez du cul, hein, parce que c'est pas ça dans la vraie vie. Il faut être beaucoup plus actif. Donc, je l'ai déjà dit plein de fois, marcher au moins 1 heure par jour. Le week-end, marcher encore plusieurs heures dans le week-end. Et puis, si on peut pas faire autant, dans ce cas-là, il faut faire du cardio, c'est-à-dire pas de la marche rapide, mais voilà, aller courir, faire du rameur. Enfin, faut vraiment être très actif. Et c'est comme ça qu'on va relancer son métabolisme basal et faire aussi que le corps fonctionne bien et se remette à brûler des calories quand on fait du sport. Je sais pas trop quel est le fondement physique là-dessus, mais par exemple, quand moi qui suis un peu sportif, on va dire, dès que je vais courir ou dès que je fais du sport, en fait, je sens que c'est une fournaise à l'intérieur de mon corps. Tu vois, j'ai l'impression que ça brûle des calories, je transpire, j'ai chaud, tu vois. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Mais quand je vois des sédentaires, je sais pas moi, marcher ou faire du sport, et j'ai pas l'impression que c'est une fournaise dans leur corps. Ils transpirent pas. Tu vois, c'est comme si ça marchait pas bien la combustion des calories. Et donc du coup, quand tout est détraqué à force de la sédentarité, et forcément après il faut s'affamer pour perdre du poids. Et encore, même en s'affamant, ça marche pas. Et donc là, le problème, c'est qu'il faut surtout faire plein d'activités en fait dynamiques. Et c'est ça le problème qu'ont la plupart des gens qui postent sur le forum systématiquement avec cette histoire-là, j'arrive pas à perdre alors que je m'affame, ils sont pas assez actifs, c'est tout. Alors après, ils me disent, oui, j'ai pas le temps, faut que j'aille chercher mes gosses à l'école, etc. Je comprends, mais il faut être plus actif, il y a pas de miracle, en fait. Mais Fabrice, tu dis faut être plus actif. Est-ce qu'il faut maintenir cette suractivité, qui n'est pas une suractivité, mais qui est maintenant vue comme une suractivité tout le temps, en fait? Mais oui, mais c'est toute sa vie en fait, c'est logique. C'est pas compliqué quand tu es assis 10 heures par jour, voire plus. Hein, si vous comptez le nombre d'heures que vous êtes assis dans la journée, chaque instant du temps libre, il devrait être occupé à bouger pour compenser en fait. Sinon il y a rien qui va. C'est comme ça, hein, c'est triste, mais dès lors que tu es assis toute la journée, c'est ça qui se passe. Après, c'est le type, quand il est en retraite, s'il, au cours de la journée, il fait du jardinage, je sais pas, il va chercher le pain à pied, il est debout, et tout ça, et là, il y aura moins besoin. Mais dès lors que tu es assis toute la journée, t'as pas le choix. Faut que tu compenses autant que faire se peut en allant marcher, en faisant... Comment tu fais, Fabrice? Comment tu fais? Parce que Ludo nous a répondu, avec 8 heures de boulot, il a 1 heure de trajet et les enfants à récupérer à l'école. Comment il peut faire le type?
Comment il fait? Je sais pas. Le soir, il va se promener avec ses enfants, ou il va les chercher à pied, ou j'en sais rien, hein, mais il faut qu'il trouve une Ah solution. Ou mais alors, ouais, mais si sa femme elle veut pas, elle veut regarder Netflix, comment? franchement, si ma femme, elle veut regarder Netflix, moi, je change de femme. Hein. Je perds pas de temps. Je perds pas de temps avec ça. Netflix, franchement, je dis tout net. Si votre boulot, si vous n'êtes pas charpentier, bûcheron, jardinier ou quoi que ce soit, et que votre boulot c'est d'être assis toute la journée, Netflix, Amazon Prime et tout ça, faut oublier quoi. Ça n'existe pas en fait. Vous n'avez pas le droit d'être assis le soir. C'est interdit. Ouais, mais c'est bien parce Voilà. que tu sais, des fois quand il fait mauvais, moi j'aime bien passer toute la journée devant une série, c'est cool quand même. Ouais, allez, arrête de chambrer. Mais bon, personne me croira. Ils vont dire, ah, c'est un radical, on n'a pas le droit de regarder Netflix. Ben ouais, bon, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit, t'es déjà assis toute la journée, mec. Tu vas pas en plus être assis le soir. Respecte-toi, merde. Ouais, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai bossé dans un boulot qui me plaît pas. Moi, j'aimerais me détendre le soir quand même. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui donnent cet argument-là, hein. Ils disent que ça leur vide la tête de leur travail de la journée. Vide-toi la tête en marchant. C'est ce que je te dis, moi. Et puis, écoute les podcasts en marchant, tu vas te régaler. Sinon, voilà, faut accepter d'avoir le physique, comme dirait Rudy, qu'on mérite, parce que c'est ça. Ouais, alors, je prends un peu la main. Après ton live. Ce qu'il y a, c'est que Ludo, il a 38 ans aussi. Ça, c'est à mettre, ça à relativiser parce que c'est sûr que quand on a 20 ans, en tout cas de notre génération, il y a 20 ans, à 20 ans, on en voyait pas mal qui, avec 3-4 séances de muscu par semaine, qui étaient plutôt minces de base, qui avaient fait un peu de sport durant leur enfance et adolescence, qui n'avaient jamais été obèses, et ben qui avaient les abdos en fait avec ces 3-4 séances. Et même nous à l'époque, on était un peu anti-cardio. On se disait bah non, mais faut pas faire de cardio, ça sert à rien. Regarde, on est sec, on est bien, tout ça. Et c'est vrai qu'avec les années qui ont passé, et ben ça nous a fait relativiser. Et surtout, on a vu sur nous-mêmes que si on se contentait des 3 à 4 séances de muscu par semaine, ou peut-être plus pour certains, et ben en fait ça suffisait pas. Ou alors fallait vraiment s'affamer. Et c'était pas tenable à terme parce qu'encore une fois, le but là pour Ludo et j'imagine pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, c'est certes de perdre du poids peut-être, de voir ses abdominaux, mais c'est de les garder aussi. Et donc pour les garder, ça implique entre guillemets de mettre en place de nouvelles habitudes et surtout des habitudes qui sont tenables, d'éviter la frustration, de vraiment être dans une démarche long-termiste. Et quand on est à manger à 1700 calories et qu'on maigrit pas, on comprend vite que ça va pas être tenable pendant 40-50 ans. Alors peut-être que vous aurez moins faim avec les années qui passent, ou peut-être pas. On n'est pas encore à cet âge-là, donc on ne sait pas trop comment ça évolue. Mais c'est pas tenable. Et donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est donc des nouvelles habitudes de vie. Et comme l'a dit Fabrice, ça implique de faire plus de sport. Plus de sport, qui en plus n'est pas considéré comme du sport. Donc ça peut être de marcher, tout simplement. Une bonne stratégie, c'est d'avoir un chien, parce que vous êtes obligé de le sortir plusieurs fois par jour, donc ça vous fait faire de la marche facilement. Là, en ce moment, c'est l'été, c'est les beaux jours, donc il fait jour jusqu'à presque 22 heures, donc vous pouvez aller marcher le soir, et en plus il fait super bon, c'est facile. Ça implique sur des séances de muscu, pas faire seulement 3 fois 45 minutes, encore une fois. Ça implique si vous êtes au boulot, que vous êtes assis, je sais pas, d'essayer de faire une pause toutes les 45 minutes, 1 heure, si vous pouvez. Donc c'est toujours facile à dire en théorie. En pratique, c'est beaucoup plus dur, hein. Pour nous qui écrivons des articles, on pense des fois à ça, mais des fois on est 2-3 heures derrière l'ordi pour écrire un article, si on est dedans, et voilà. Faut faire des étirements, pareil, se mobiliser après les longues périodes assises. Et enfin, je vais faire le point sur la diète, parce que donc Ludo, il a mis sa diète, et sa diète, elle est pourrave. Sa diète, elle est pourrave. Il faut le dire tout de suite. Non, ça, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui contient déjà des nutriments essentiels. Et là, quand on voit la diète de Ludo, certes, les nutriments essentiels, c'est les protéines et les lipides. Donc, il a assez de protéines. Il est à 147 grammes de protéines. Donc, ça, pourquoi pas. Mais en fait, il n'a aucun lipide essentiel ou presque. Il a surtout des acides gras saturés. Il a un peu de monoinsaturés à la rigueur. Et il a surtout des oméga 6 qu'on a déjà en excès. Donc, en fait, toute son alimentation est déjà déséquilibrée. De plus, il consomme beaucoup de fromage blanc. Ça, c'est un truc qu'on faisait beaucoup quand on avait la vingtaine. C'était des sources de protéines pas chères. Mais on sait aujourd'hui avec le recul que sur les laitages, il faut y aller mollo. Surtout vu l'index insulinique des laitages. C'est-à-dire que même en dehors d'un taux de glucides important, ça augmente énormément l'insuline. C'est le cas de tous les laitages. Et c'est pour ça que l'index insulinique a été créé en parallèle de l'index glycémique. Parce que les laitages, ça augmente l'insuline à fond. Donc, c'est pas quelque chose qui va aider particulièrement à sécher et à être en bonne santé. Ça va plutôt aider au diabète
sur le moyen et long terme. Donc Ludo, il en mange un peu trop. Ensuite, il mange du pain demi-complet. Donc j'imagine que c'est du pain industriel. Bah, ça, faut l'éviter. Mais il faut aller au boulanger ou faire son propre pain comme Fabrice. Le beurre de cacahuète, bah, c'est une vraie merde. Je sais pas pour ça, c'est drôle. Le beurre de cacahuète, l'histoire pour moi, certains auront peut-être des précisions à apporter. C'est que ça vient des séries un peu américaines, donc où on voyait dedans des acteurs ou des actrices bouffer du beurre de cacahuète devant la télé en dépression. Et c'est arrivé en France un peu comme ça. Et maintenant c'est devenu à la mode. Il y a plein de gens qui disent oh le beurre de cacahuète c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais en fait il n'y a pas grand chose de bon dans la cacahuète, notamment avec une diète comme ça. Parce qu'il faudrait l'équilibrer avec des oméga 3, avec des oméga 9. Et là c'est complètement déséquilibré. Donc en fait, dans sa diète, et pareil, c'est une alimentation. On voit, il dit viande ou poisson et fromage blanc. On voit qu'il n'y a pas d'œufs, les protéines végétales, on n'en parle pas. Donc il a une alimentation qui est loin, loin d'être optimale. Et donc ça peut pas fonctionner en fait. Là, à jouer avec son insuline, avec le fromage blanc toute la journée, ça fout encore un coup au métabolisme en fait. Ça fout encore un coup. Au lieu d'aider à maigrir, ça fait tout l'inverse quoi. Ça aide à ne pas perdre de gras quoi. Donc je rappelle, petite pub cadeau, que si vous êtes intéressé pour comprendre comment s'alimenter en détail, apprendre à faire votre diète, quand faire des réductions, quand augmenter votre activité, tout ça, il y a mes livres, donc le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, si jamais ils sont sur mon site rudicoya.com pour aller un peu plus loin, mais avec une diète comme ça, c'est catastrophique en fait, c'est normal, d'autant plus qu'il s'entraîne, comme l'a dit Fabrice, pas du tout assez, fait pas assez, il est pas assez actif. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes et on s'en rend compte avec les années. Nous, avant, on était contre le cardio. Et en fait, on n'est pas spécialement pour, on va dire, pour tout le monde, mais au moins pour être actif. Être actif, c'est au moins marcher, au moins se mobiliser, ne pas faire le mollasson pendant 8 heures de suite, parce que ça, c'est sûr que ça aide pas à maigrir, ça aide à rien du tout, si ce n'est à être en mauvaise forme et à ne pas avoir ses abdos. Et enfin, pour conclure, un dernier point, si Ludo, il n'a pas le temps de faire tout ça, et c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait, il faut revoir ses objectifs à la baisse. Si Ludo, il n'a pas le temps d'aller marcher, il n'a pas l'envie de faire une meilleure diète, il n'a pas envie de faire plus de sport, et qu'il préfère regarder les séries le soir, ou que voilà sa vie. Non mais c'est vrai, et que sa vie, il n'est pas prêt à se donner les moyens de ses ambitions. Et moi, je le vois beaucoup dans les gens qui m'écrivent pour être coachés. Mais en fait, il faut revoir ses ambitions à la baisse. Peut-être que pour Ludo, il faut peut-être qu'il se contente du physique qu'il a aujourd'hui, qu'il mange un peu plus, ou qu'ils se disent en fait avec ce que je fais, je peux pas avoir plus. Et c'est normal, tu t'entraînes 3 fois par semaine. Bon, c'est bien, c'est déjà super. Mais moi des fois il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent ouais j'aimerais être comme toi, je vais m'entraîner 3 fois 45 minutes par semaine. Je dis c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Je dis est-ce que t'es prêt à faire des écarts sur la diète? Ah non parce que pareil il a pas parlé des écarts. Il me dit non au moins un écart par semaine. Je dis non 0. Je dis c'est 0. C'est 0. Il me dit non c'est pas possible. Je dis voilà c'est pas possible. Donc tes objectifs sont pas réalisables en fait. Ils sont pas réalisables. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que maintenant, comme c'est un peu banalisé, la malbouffe, le manque d'activité, on se rend pas compte. Beaucoup de personnes se rendent pas compte en fait des efforts qui pour nous sont pas des efforts puisqu'on a grandi comme ça, ce sont nos habitudes qu'il faut mettre en place, du rythme de vie qu'il faut avoir pour avoir à nos yeux un physique digne de ce nom, un super physique. Et donc si on peut pas faire ça, on peut pas avoir, à moins d'un coup de chance, à moins d'être cocu, on peut pas avoir le physique de nos rêves. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, Ludo, il peut déjà améliorer sa diète. Et je pense qu'il peut marcher un petit peu quand même. Mais à voir après quelles sont ses ambitions et ses objectifs. Voilà. Ouais, et quand je travaillais comme informaticien, moi j'essayais de marcher tous les midis. Alors en général, j'allais tout seul parce que les gens étaient pas motivés pour aller avec moi. Donc soit je mangeais pas avec les autres et je préférais ne pas manger avec les autres et du coup j'allais me promener, j'allais marcher et puis je mangeais un petit truc dans un tupperware où je me faisais un sandwich je me fabriquais un sandwich à partir de pain et d'autres trucs que j'avais achetés où voilà, donc c'était ça que je faisais, je profitais du temps de midi pour aller marcher. Et c'est vrai que la plupart des gens, ils préféraient plutôt aller au resto, être encore assis et ensuite prendre une clope ou un café en bas de l'immeuble et après ils retournaient encore assis à leur bureau. Alors qu'en fait, là, il y a une petite fenêtre pour se promener normalement entre midi et 2 si vous avez un boulot sédentaire. Et au moins, c'est au moins déjà ça de fait où vous pouvez être un petit peu actif.
Oui, Rudy, je voudrais revenir sur un truc parce que chaque fois tu dis oui, quand on avait 20 ans, on était contre le cardio et à l'époque ça dérangeait pas parce que voilà, on était assez maigre à la base et tout ça. Et à chaque fois tu dis quand on avait 20 ans, quand on avait 20 ans. Mais c'est pas juste quand on avait 20 ans, c'était quand on avait 20 ans, il y a 20 ans. C'est-à-dire quand il n'y avait pas de smartphone, quand il n'y avait pas les trottinettes électriques ou toutes les espèces d'autres appareils électriques dont je connais pas le nom, où tu vois des ados maintenant, ils sont sur des trucs, ils ont même plus besoin de marcher 1 mètre. Ils sont sur des machins, ça se déplace tout seul. Ils se penchent en avant, puis pouf, ça avance. Donc soit ils sont sur leur machin qui avance tout seul, soit ils sont assis le nez dans le smartphone. Donc c'est pas nécessairement le fait d'avoir 20 ans, c'est d'avoir 20 ans à l'époque où il n'y avait pas les smartphones, les trottinettes électriques et tout le tralala. Mais maintenant, à mon avis, dès l'âge de 11 ans, tu peux commencer à faire du cardio. Hein. Ce sera, si tu veux pas être massacré dans la suite de ta vie. Voilà, c'était pour Oui, la non, mais parenthèse. c'est vrai que c'est plus le même monde. Tout est fait aujourd'hui. J'en parlais avec je sais plus qui pour que t'évites de sortir de chez toi. Tout est fait pour que tu restes chez toi. Bah, de toute façon, on voit bien avec tout ce qui va être métavers, tout ce qui va être monde connecté, tout ça. C'est que ça, que ça, que ça. Tu vas être livré, bah, t'es déjà livré chez toi. Tout est fait pour que tu vois de moins en moins de gens et que tu ne les vois que à distance, quoi. Donc, forcément, tu Ah, bouges de moins en moins. Et ça finit comme dans le film. Moi, j'aime bien le film Robot avec Bruce Willis où justement, en fait, les gens contrôlent des avatars et lui, c'est le seul qui est pas un avatar, quoi. Il est là, il se dit putain, c'est quoi ce bordel, quoi. Et les gens, en fait, ils sont tous gros derrière un ordi et ils contrôlent un avatar dans la vie réelle. Donc des fois, t'as des types, ils contrôlent une super gonzesse ou des filles qui contrôlent des mecs baraqués. Tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et c'est bien possible qu'on en arrive là, quoi. C'est bien possible, malheureusement. ouais, c'est pour ça que moi je suis heureux d'être resté dans les années 80 ou 90 dans mon mode de vie. Je suis bien heureux comme ça. Allez Rudy, question suivante. Alors j'ai une question pour toi, le roi de l'unilatéral. C'est une question d'Eric. Non, mais voilà, elle est bien, la question est bien. Je pense que nous avons tous un côté plus fort que l'autre, et que cette différence se fait plus ou moins sentir. Qu'en est-il lorsque cette différence est importante? Par exemple, sur un exercice de curl pupitre unilatéral, si le bras droit est RPE 6 à 15 répétitions et que le bras gauche est déjà à fond, est-ce qu'on continue la progression en fonction du bras droit et le gauche sera toujours en échec et probablement que le déséquilibre ne fera que croître, ou est-ce qu'on se base sur le gauche avec des poids adaptés à ce bras et le droit sera donc toujours facile et ne progressera plus? Quelle est selon vous la bonne stratégie? Et question plus générale, comment faire lorsqu'un côté ne progresse pas aussi vite que l'autre? Eh ouais, c'est une question terrible. Alors, je vais répondre ce que je pense être la bonne réponse, et puis comme je suis toujours honnête, je vais répondre ce qui est la mauvaise chose à faire et que je faisais souvent. Alors, à mon avis, la bonne réponse, c'est plutôt de se baser sur le côté le plus faible. Et donc, du coup, ben, on commence par le côté le plus faible, et puis ben, on se cale dessus, même si moralement, du coup, c'est un peu triste. Et par contre, la mauvaise façon de faire, c'est comme je faisais souvent, c'est tricher du côté le plus faible pour qu'il fasse le même nombre de reps que le côté le plus fort. Mais voilà, j'attends tes lumières, Rudy. Ou sinon, évidemment, tu fais aucun exercice en unilatéral, comme ça, t'es tranquille, t'as l'impression d'être équilibré, alors qu'en réalité, ben, tu l'es pas. Dis-nous, Rudy, Non, mais notre sauveur. bah, notre sauveur, en fait, il y a plein de stratégies un peu différentes et ça dépend, je vais dire, des objectifs de chacun. Si l'objectif, c'est l'anti-blessure, on va dire, voilà, c'est la longévité, tout ça, moi, je pense qu'il faut se baser sur le bras le plus faible. Je me dis, bah, base-toi sur le bras le plus faible. Si ton but, c'est d'être assez équilibré de chaque côté. Donc, je dis, bah voilà, y a pas de souci. Et je pense que sur le moyen et long terme, c'est la meilleure stratégie. Même quand on a un objectif de prise de muscle. Maintenant, si t'es pressé et que t'es comme Fabrice et que tu veux faire te tester rapidement à l'arraché, du moins que tu mises peut-être tout sur les apparences, que tu veux vraiment. Ouais. Non mais là c'était plus pour toi. C'était plus pour toi, mais voilà, que tu veux tout miser sur les apparences. Ben, effectivement, si t'as pas de différence de volume musculaire entre les deux bras, malgré une différence de force, et c'est bien possible, et ben dans ce cas-là, tu vas faire deux cycles entre guillemets de progression différents que tu vas adapter à chaque bras. Et donc peut-être que le déséquilibre de force va augmenter entre les deux bras, mais tu t'en fous parce que visuellement, comme c'est corrélé plus ou moins à ta progression en série moyenne, CF, les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, il y a un podcast du même nom que vous pouvez écouter, qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité.
et ben en fait, il y a pas de souci. Et en plus, si tu fais que de l'unilatéral et que tu fais plus de bilatéral, ben il y a pas de souci à avoir les deux bras qui ont une force différente. Après, si tu fais du Bon, bilatéral, normalement, excuse-moi Rudy, normalement c'est quand même relativement corrélé au volume, quoi. Si tu as le bras gauche qui est plus faible au curl au pupitre, par exemple, souvent ton biceps gauche sera quand même plus petit. C'est quand même ça, rare que ce soit ça juste la force. dépend. Imagine, là, je prends des cas extrêmes. Imagine, tu te déchirais un bout de biceps, bah ton biceps peut être entre guillemets plus fort parce que tu fais plus avec l'avant-bras, tu vois, ça t'a compensé. Euh, Ok. donc non, c'est possible de compenser. Mais bon, entre guillemets, voilà, si l'objectif c'est que physique et que t'es pressé, moi je pense que ça gêne pas. Mais si t'es quelqu'un de raisonnable comme nous, comme on essaye de l'être, bah, mieux vaut que tu te bases sur le plus faible et que tu essayes d'équilibrer progressivement le truc, quitte à faire bah voilà du facile de l'autre bras. Puis ça te permettra en plus, si t'es facile de l'autre bras, de prendre moins de récupération et donc d'avoir des séances qui sont plus rapides. Et donc c'est pas comme tout le monde manque de temps, c'est pas un luxe. Donc pourquoi pas. Mais ouais, je ferais ça et je trouvais que c'est une bonne question d'Eric. C'est vrai que des fois on est là, on se dit bah qu'est-ce qu'on fait. Après il y a aussi une autre question, c'est par quel bras on commence. Il y avait ce truc-là. Il y a deux stratégies, pareil. La première, c'est on commence par le bras le plus fort parce que ça va aider entre guillemets à donner de la force à l'autre, ce qu'on appelle la potentiation. Donc ça, c'est une stratégie. Ou alors on commence par le bras le plus faible parce que on a plus d'énergie, on est plus concentré, tout ça, et qu'après, bah, de toute façon, on n'a pas besoin d'être super prêt pour faire l'autre bras. Personnellement, moi, je préfère cette deuxième stratégie parce que ces histoires de potentiation, j'ai pas souvent bénéficié de ça. Malgré plein de tests. Euh, C'est une grosse connerie ce truc-là, ça marche pas. et donc, moi, je commençais par le bras le plus faible. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire, mais personne fait ça parce qu'en fait, on veut commencer par son côté le plus fort pour voilà, parce qu'on est content de commencer par le côté le plus fort. Et l'immoralité, c'est là qu'on se rend compte du gros décalage au niveau des reps, parce qu'avec le plus fort, on va faire je sais pas combien de reps, après on arrive au plus faible et puis là, on sent que déjà à la moitié du nombre de reps de plus fort, ça commence à être dur et on se dit ah merde, j'en ai encore je sais pas combien à faire et le côté suit pas. Bref, évidemment, il faut commencer par plus faible. Et ce truc-là de potentiation, effectivement, je me souviens de l'avoir lu plein de fois, ou comme le truc du si t'as le bras gauche dans le plâtre, t'entraînes le bras droit et par innervation, ton bras gauche va se maintenir mieux sa force et ses muscles que si t'avais pas entraîné le bras droit. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Hein. Donc bon. Ouais, Non, et sinon, commencer par le plus faible. t'as une dernière stratégie, c'est t'entraînes plus du tout le bras droit et tu fais que le bras gauche. Tu fais que le bras gauche, comme ça, lui, il va progresser, puis le bras droit va régresser. Donc, peut-être que ça va vite se combler, quoi. Ça fait marrer, mais il y a plein de stratégies, hein. Ouais, je suis pas sûr avec cette dernière stratégie non plus. Non, la meilleure stratégie, c'est de faire les deux côtés, mais de commencer par le plus faible et de se caler pour le plus faible. C'est ça la meilleure. Mais c'est vrai que c'est frustrant, hein, tous ces trucs dès qu'on fait dès qu'on fait en unilatéral, on voit qu'il y a pas de symétrie, c'est pénible, hein. Franchement, c'est pénible. Au niveau des épaules, moi ça allait, genre les élévations latérales, c'était à peu près symétrique. Mais c'est vrai que pour le biceps ou même le pec, les pecs en développé halter, parce que des fois on peut faire un mouvement bilatéral, comme du développé couché avec halter, et quand même voir que il y a un problème avec un côté, quoi, que le côté suit pas. Et c'est vrai que c'est différent, c'est pénible, et je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, mais une des clés pour être très fort en force athlétique, c'est d'être parfaitement symétrique des deux côtés. Parce que bah, quand on l'est pas, forcément, c'est le côté le plus faible qui nous limite. Et moi, j'ai toujours été limité par le pec droit, qui est un peu foutu. Sinon, ça se trouve, j'aurais été aussi fort au développé couché que Rudy, si j'avais eu un pec droit comme le pec gauche. Tu vois, Rudy? Ah, bien sûr, ça se joue à un pec. C'est ça, t'as un pec. C'est un pec. Et ouais. Alors on a le temps pour une autre question. Tout à fait. C'est une question de Beast to Fly. Attention, elle est pour toi, Fabrice. Ça va te plaire. Je suis de Saint-Etienne et j'ai 48 ans. J'ai un travail relativement physique. Je mets en rayon les palettes d'eau sans assistance électrique. Du coup, 8 heures durant, je fais le cheval de trait à tirer-pousser, mais surtout tirer des palettes allant jusqu'à 300-400 kilos. Une vraie activité physique à mes yeux. Mon ressenti fatigue se fait surtout au niveau du haut du dos, bras, cuisses et abdos. À la maison, j'essaie d'entretenir ce capital santé, avec en moyenne
un quart de renfo, 3-4 fois par semaine, plus une rando tous les 15 jours, quand je peux. Je n'ai que le dimanche de repos. En termes de matériel, j'ai une barre de traction, un sandbag de 20 kilos et mon corps. Je ne fais que le haut, mes jambes étant très fatiguées de mes journées. Chaque séance se terminant par du stretching. Quelle musculation faire quand on a un travail physique? Fabrice, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Déjà, moi, je pense que d'une certaine façon, il peut se réjouir parce que voilà, lui, il n'a pas besoin de se faire 1 à 2 heures de marche supplémentaires par jour. Si effectivement c'est aussi physique qu'il le dit, parce que voilà, il n'est pas assis toute la journée, donc déjà c'est positif finalement pour lui, c'est pas négatif. Et puis après effectivement, je comprends tout à fait qu'il puisse être fatigué le soir et que du coup ils doivent adapter ses séances de musculation et donc faire des séances moins on va dire intenses que ne le ferait quelqu'un qui n'aurait pas un boulot aussi physique. Et j'ai une anecdote là-dessus. Donc j'ai un copain qui est d'ailleurs il écoute peut-être, qui est en reconversion professionnelle et avant il avait un boulot sédentaire et maintenant il a un boulot physique dehors toute la journée. Donne-moi des nouvelles, vas-y. Non, là je sais pas. Et en fait ce qu'il me dit c'est que vraiment travailler dehors toute la journée c'est complètement crevant. Il me dit d'ailleurs je découvre des muscles que je ne connaissais pas parce que voilà il y a plein de mouvements dans la vraie vie qui sont transverses où on se courbe dans tous les sens, des postures qu'on n'a pas en muscu avec tous des petits muscles genre je sais pas moi les obliques ou des muscles du bas du dos qui on n'a pas l'habitude de travailler quand on fait par exemple du soulevé de terre jambes tendues parce qu'on est tout bien frontal et là faut toujours être penché, se courber tout ça. Et il me dit qu'effectivement le soir il est complètement rincé en fait, qu'il n'a pas envie de s'entraîner et que même son corps, parce qu'il est attentif à son corps parce qu'il se connaît, lui dit entre guillemets j'ai pas envie de m'entraîner quoi, pourquoi tu vas aller me faire de la muscu alors que je me suis déjà cramé toute la journée puis que le lendemain je vais à nouveau me cramer, tu vois. Et moralité c'est vrai que du coup faire de la muscu par-dessus un job physique, on peut même s'interroger sur si vraiment c'est la bonne chose à faire en fait. Et si je veux, non, mais moi si je veux devenir musclé, sec, fort, comment je fais? Ouais, bon, après, tu peux tenter de rajouter de la muscu, mais voilà, il va bien falloir gérer l'intensité. Mais c'est pas du tout la même configuration que celui qui a un boulot qui n'est pas physique. Et d'une certaine manière, la muscu, c'est un petit peu une activité entre guillemets, de bobo. Parce qu'effectivement, celui qui fait un boulot physique, il a pas envie de faire de la muscu le soir, normalement. Donc, bon. C'est assez drôle ces histoires. Et donc bref, j'ai l'impression que ce qu'il fait c'est pas mal du tout. Et voilà, qu'il s'étonne pas s'il doit diminuer l'intensité ou si tous les soirs il n'est pas très très en forme parce que voilà, il a un boulot physique. Et donc, est-ce que comme notre précédent cas, qui a du mal à maigrir, où tu lui as conseillé de changer de femme, est-ce que tu lui conseillerais pour devenir musclé ce coup-ci de changer de boulot? Non, là, franchement, je ne sais pas quoi commenter à ta blague, je dis. Je dis que, en tout cas, le type est pas assis toute la journée, il a peut-être des inconvénients à son boulot, mais voilà, il a le mérite il a le bénéfice de pas être assis, et c'est bien. C'est bien. Allez, moi j'ai une réponse avec plus de possibilités. Déjà, moi ce que je trouve c'est qu'il manque de matériel. Il dit juste qu'il a un sandbag, alors je remonte un peu la converse. Il a une barre de traction, un sandbag de 20 kilos et son corps, il fait. La barre de traction, quand on a 48 ans et qu'on s'entraîne plus ou moins en muscu, on en a déjà parlé plein de fois, les tractions c'est beaucoup trop difficile, à moins d'avoir des élastiques pour se délester. Sinon on fait des tractions qui ressemblent à rien et on n'utilise pas vraiment les bons muscles, donc ça c'est vraiment de la daube. Ça sert à rien. Un sandbag, un peu plus loin dans la conversation, il dit qu'il a été séduit par le côté fonctionnel du sandbag. Bon, il donne pas ses objectifs, mais bon, le sandbag. Tu vois, comme quoi, manipuler des packs d'eau toute la journée, c'était pas assez fonctionnel pour lui. Il fallait qu'il fasse du sandbag en plus. Voilà, bon, pourquoi pas un sandbag? Mais si on a des objectifs de transformation physique, ça n'a pas de sens. Voilà, il y a plein d'autres trucs à faire avant. Et puis il a son corps, donc après au poids du corps. Sauf que la musculation au poids du corps, à moins d'avoir déjà un certain bagage physique, une certaine mobilité, une certaine souplesse, il y a plein d'exercices en fait qu'on va pas pouvoir faire, et donc c'est hyper limité. Donc, et c'est ce qu'il a fait, il le dit plus tard dans la converse, il a commandé des haltères avec des poids, je crois qu'il va commander un banc, et donc il peut imaginer faire
de la muscu de manière comme un débutant, comme les programmes qui sont proposés sur le site, peut-être au début 2 fois par semaine, puis après 3 fois par semaine, s'il a des objectifs justement de prise de muscle, de prise de force, de transformation physique. Et c'est possible parce que moi j'ai déjà eu pas mal d'élèves, justement des charpentiers, des menuisiers, des jardiniers et tout. Et certes, ils sont fatigués, mais alors après ils n'avaient pas 48 ans, donc c'est l'équation, la question. C'est quelle énergie on a à 48 ans quand on est toute la journée en train de déplacer quelque chose. Est-ce qu'on a encore de l'énergie? Mais en tout cas, un peu de muscu. Et c'est d'ailleurs une réponse qui a été donnée par Mehdi sur le topic, sur le forum. Ça ne peut pas faire de mal quand elle est faite dans une optique de renforcement. Et là, le concernant, ça va être surtout des exercices de gainage. Donc, je reprends le message de Mehdi. Du travail sur la chaîne postérieure, donc fessier, ischio, travail de la coiffe des rotateurs. Tout ce qui permet d'atténuer les effets néfastes d'un travail très physique. Parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, comme toute activité, c'est pas une activité qui va solliciter le corps dans son ensemble et développer, on va dire, une force équilibrée, mais qui va induire des déséquilibres. Et donc ça, c'est le premier but de la musculation, c'est de combler un peu les déséquilibres des activités qu'on fait, notamment si vous faites du sport. C'est de se dire, tiens, je fais peut-être, je sais pas, j'ai une connerie, vous faites du kayak, voilà, vous faites du kayak, ça me parle. Forcément, il y a des choses qu'il va falloir travailler avec la muscu pour réduire son risque de blessure, comme l'ouverture thoracique, sa mobilité d'épaule, tout ce qui va être trapèze moyen, trapèze inférieur, sa coiffe des rotateurs, parce qu'on perd vachement de force en rotation externe, travailler son bas du corps, parce que pareil, on est tout le temps assis, et on écrase ses muscles, et donc en plus, on perd, entre guillemets, en facilité d'activation, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça doit compenser ce qu'on fait au jour le jour, et donc en ce sens, ça peut être une bonne idée. Mais l'objectif, effectivement, de se transformer physiquement va être un peu plus difficile avec un travail aussi physique, même si, contrairement à notre exemple de tout à l'heure, l'alimentation, ça devrait bien se passer. Ça devrait aller tout seul en mangeant sainement et en mangeant pas du beurre de cacahuète et du pain de mie complet non plus, et pas du fromage blanc en excès. Mais ça devrait mieux se passer s'il a du poids à perdre. Voilà. Voilà, peut-être que lui, il a un métabolisme basal qui fonctionne, vu qu'il n'est pas complètement sédentaire. Fabrice, nous arrivons au bout de cet épisode pour aujourd'hui. À peu près 1 heure comme d'habitude. On espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, ça peut se passer directement sur SoundCloud ou directement maintenant sur YouTube, dans la partie commentaires. Si vous avez des questions vis-à-vis de votre entraînement, de votre alimentation, des problématiques que vous rencontrez, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, comme d'habitude, que ce soit pour nos livres, pour les articles, pour voir l'application, bref, absolument tout ce qu'on fait, ou presque. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut!